Masechet Baba Kama Daf Tzadik Tet Amud Aleph. On va commencer par Tzadik Het Amud Bet, la nouvelle Mishnah. Natan la umanim letaken vekilkelu hayavim leshalem. Cette Mishnah va nous parler des artisans qui ont causé un tort au client. C'est-à-dire que le client est venu voir l'artisan, il lui a donné des matériaux, de la matière à travailler, et qu'est-ce qui s'est passé? L'artisan a fait erreur, maladresse, et il a abîmé l'objet qu'il devait arranger, réparer, fabriquer. Il a abîmé. Alors, il a une responsabilité. L'artisan doit garantir le produit. Par conséquent, si il a détruit, c'est à lui d'assumer maintenant les pots cassés, c'est à lui d'indemniser le client. Ça, c'est de manière générale le principe qu'on va apprendre dans cette Mishnah. Le rapport avec l'étude précédente, avant on avait parlé de voleurs, et maintenant on parle d'artisans. Le point commun, c'est la transformation de l'objet. Chez le voleur, Shinoi connaît. La transformation de l'objet fait que le voleur acquiert l'objet nouveau et il doit rembourser juste le prix initial. Il paye de l'argent par rapport à ce que coûtait l'objet au moment du vol. Ici, ce n'est pas un voleur. Là, on parle d'un artisan qui veut justement confectionner, soit réparer. Donc, il n'a pas du tout l'intention de voler. Mais il y a eu maladresse. Et il y a eu transformation de l'objet par maladresse. Est-ce que maintenant, on va dire que l'artisan a acquis l'objet par le biais de la transformation, et donc il doit juste le prix initial, ou bien il doit payer un dédommagement par rapport au prix actuel, après transformation? Alors on va entrer dans le débat, mais on commence l'étude du texte de la Mishnah. Natan la umanim letaken vekilkelu. Si le client a donné à l'artisan, umanim c'est artisan au pluriel, letaken pour réparer, vekilkelu, et ils ont abîmé, hayavim leshalem, les artisans ont un devoir de dédommagement. La Mishnah continue et dit Natan la harash, shida, teva ou migdal. Si par exemple, quelqu'un a donné au menuisier, à l'ébéniste, une armoire ou une malle ou une calèche. Alors, shida, c'est une calèche de femme. C'est-à-dire que c'est une calèche spéciale pour les femmes. Teva, une malle. Migdal, une grande armoire. Letaken, c'était pour réparer. Mais finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Kilkel, il les a abîmés. Hayav leshalem, il doit assumer. Il va devoir payer un dédommagement par rapport à cet objet qu'il a abîmé. La Mishnah continue. Vea banai, si on traduit littéralement banai, ça veut dire constructeur. Ici, ça veut dire un maçon. Habanai, shekibel alab listor et kotel, veshiber et avani moshe yizikan hayav leshalem. À l'époque, on construisait des murs avec des briques, du ciment ou de l'argile entre eux, mais lorsque parfois le mur était fragilisé avec le temps, l'humidité, alors qu'est-ce qu'on faisait? On allait démonter le mur. On n'allait pas le détruire violemment, mais on allait défaire le mur. C'est-à-dire qu'il allait
de manière méticuleuse, retirer l'argile ou le ciment qu'il y avait entre les pierres, retirer les pierres en les gardant intactes, ensuite refaire du ciment ou de l'argile. C'est comme ça que maintenant, avec un ciment frais, le mur était consolidé. Alors, qu'est-ce qu'a fait le propriétaire de la maison? Il a appelé le banaï, le maçon, pour démolir le mur gentiment, c'est-à-dire garder les pierres intactes. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Violemment. Et donc, il a soit cassé les pierres, soit abîmé. Shiber et avanim, osheizikan. Hayab le shalem. Ce maçon doit dédommager le propriétaire du mur. Encore. Haya soter mitzadze, venafal mitzad acher, patour. Ve'im echamat amaka, hayav. Maintenant, on parle d'un cas où il y avait, par exemple, un mur qui était double. Il y avait deux murs, en fait, qui étaient collés. Mitoyens. Étant donné que les deux murs étaient mitoyens, mais il n'y en avait qu'un seul qui était endommagé, c'est-à-dire le ciment s'était ramolli, et donc le mur était branlant, dangereux, il fallait le démolir. Lui, le maçon, sa kavana était de démolir qu'un seul mur, une seule épaisseur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a retiré celui-là, l'autre est tombé. Nafal mitzadaher, patour. Il est patour pour la chute du deuxième mur, car il n'était pas censé être branlant. Et même s'il a été mazik autre chose, le deuxième mur qui est tombé, les pierres ont fait quelque chose de mal, c'est-à-dire ont causé encore d'autres dommages. Par exemple, le deuxième mur est tombé sur des kélim et les ont cassés. Alors, dans ce cas-là, est-ce que lui, le maçon, est responsable? Réponse, non. Car au moment où il devait défaire un mur comme on lui a demandé, l'autre mur n'était pas censé être fragile. Alors, dans ce cas-là, s'il a causé la chute de l'autre mur, il n'est pas responsable ni pour le mur, ni pour les dommages collatéraux, c'est-à-dire les dégâts causés par la chute du deuxième mur. Nafal mitzad acher patour. Ve'im echamat amakka hayav. Mais si le deuxième mur est tombé à cause de lui, parce que lui a été brutal, ça veut dire qu'il n'a pas fait les choses convenablement. Il a donné des coups de marteau, des coups de massue trop forts, et c'est ça qui a fragilisé le deuxième mur. Et bien dans ce cas-là, il est hayav. Gemara. La Gemara maintenant va nous faire part d'un débat à propos de la première halakha de la Mishnah. Gemara. Amar Abassi Loshanu Ela Shenatan la Harash Shida Teva ou Migdal Lenaetz Bahem Masmer Lenaetz Bahem Masmer de Shiberan Aval Natan la Harash Etzim לעשות שידה טבע ומגדל, ועשה מהם שידה טבע ומגדל ושברן, פטור, מאיתמה, ומן קונה בשבח כלי. En fait, il s'agit là de la deuxième halakha de la Mishnah. Reprenons, s'il vous plaît, les deux premières halakhot de la Mishnah. La Mishnah commence par dire comme ça. Natan la umanim letaken, vekilkelu, hayabim leshalem. Natan la harash, shida tiva migdal letaken, vekilkel, hayab leshalem. La première halakha, elle parle des artisans en général. La deuxième halakha parle du menuisier tout en particulier. C'est-à-dire, d'abord on nous dit, si le client a donné des matériaux à l'artisan et l'artisan a abîmé au lieu d'arranger, l'artisan doit assumer un dédommagement. L'artisan est condamnable car il est responsable du mal qu'il a commis. D'accord ?
Natan laoumanim letaken vekilkelu hayavim leshalem. C'est logique. Très bien. Natan laharash shida teva ou migdal. Après on parle du menuisier, l'ébéniste, à qui on a donné shida teva ou migdal. Une armoire, une malle, une calèche à réparer et il a abîmé. Il est condamné à payer. Quand on a parlé dans la deuxième halakha de quelqu'un qui a donné au harash, au menuisier, à réparer l'armoire, ça veut dire qu'on parle de quelqu'un qui a donné un keli qui était déjà existant. Il fallait juste le réparer. Comment? Par exemple, mettre une vis, mettre un clou, ça s'appelle réparer. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de le faire délicatement, il a fait brutalement. Avec son marteau, au lieu d'enfoncer le clou, il a tout cassé. Alors, dans ce cas-là, il est khayab de payer. Pourquoi? Parce que c'est un mazik. C'est un mazik. La Gemara nous dit Aval Natan la harash etzim la asot shida teva ou migdal ve'asamen shida teva ou migdal ve'shiberal patour maïtama ou man kone ve'shevach keli. La Gemara dit au nom de Rab Assi un hidouche extraordinaire. Lequel? C'est que quand la Mishnah nous a dit que l'artisan est responsable s'il a cassé la shida teva ou migdal et il doit payer un dédommagement au client, on parle d'un cas précis. Réhouven, le client, a apporté un keli, c'est-à-dire soit une armoire, soit une shida, soit migdal, teva. Alors je veux dire en hébreu, shida, teva ou migdal. Shida, on a déjà dit, c'est quoi shida? C'est la calèche des femmes. C'est quoi teva? Une malle. C'est quoi migdal? Une armoire. Alors je parle plus en français. Finish. Shida, teva ou migdal. Le client Réhouven a apporté shida, teva ou migdal qui existait. Il les a amenés juste pour réparer, pour enfoncer un clou, une vis. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait avec son marteau? Maladroit comme il était le menuisier, il a tout cassé. Dans ce cas-là, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Hayav. Rabassi dit, c'est de cela qu'il s'agissait. Il s'agissait de quelqu'un qui devait juste réparer un keli qui existait déjà. Et donc là, il doit payer le keli qu'il a cassé. Mais si jamais c'était autrement, c'est-à-dire quoi? Imaginons que Réhouven ait apporté des planches de bois à Shimron l'artisan, l'ébéniste, le menuisier. Il lui a dit, fabrique-moi shida, teva, migdal. Et l'autre, après avoir fabriqué, à la fin, le dernier coup de massue, il a tué. Il a tout cassé. Alors maintenant, combien doit-il rembourser? Est-ce qu'il doit rembourser juste le prix du bois ou bien est-ce qu'il doit rembourser le prix d'un keli produit fini? C'est-à-dire, prenons des prix. Alors, on va illustrer. Imaginons, Réhouven est arrivé avec des planches, ça coûtait 2000 shekels. Le travail, il devait payer à l'ébéniste 1000 shekels. Ce qui fait qu'en tout, ça devait coûter 3000 shekels. C'est-à-dire, pardon, le prix de revient, ce que ça lui coûte à lui, le prix d'achat à Réhouven, 2000 shekels de bois et 1000 shekels de main-d'œuvre à l'ébéniste, déjà ça lui fait des frais de 3000 shekels. Mais une fois que le produit est fini, que l'artisan a fabriqué, eh bien maintenant, ce n'est plus 3000 shekels, maintenant c'est, on va dire, 5000 shekels. Pourquoi? Parce que ce keli maintenant c'est une armoire déjà faite. Il y a beaucoup d'investissements, il fallait aller acheter le bois, il fallait transporter, il fallait du temps, il fallait ça. Donc il fallait venir inspecter les travaux finis, il fallait suggérer, il fallait regarder. Tout ça c'est beaucoup d'investissement. C'est ce qui donne de la plus-value à l'armoire quand c'est un produit fini. Alors, ça coûtait déjà 2000 shekels de bois, 1000 shekels de travail, et je vais dire encore
1500 shekels. Allez, on ne va pas rajouter 2000, on va rajouter 1500. Donc, 2000 et 1000 et 1500, ça fait en tout combien? 4500. C'est le prix de l'armoire. Quand l'ébéniste a donné son coup maladroit, il a tout cassé. Alors maintenant, il a cassé quoi? Il a cassé quelque chose qui coûte en fait 4500. D'accord. 4500. Alors, déjà, il va lui dire, écoute, tu ne me payes pas pour ma main-d'œuvre. D'accord. Le bois, je te le rembourse. C'est combien le bois? 2000 shekels. Je te rembourse le bois. 2000 shekels. Les 1000 shekels de la main-d'œuvre, tu ne me payes pas. Vous savez qu'est-ce que maintenant Réhouven est en train de dire à Shimron? Et il lui dit, tu me dois encore 1005. Il lui dit, 1005, pourquoi 1005? Il lui a dit, la plus-value. Car au moment où tu as fabriqué ce Kéli, c'était pour moi. C'était qui le propriétaire de ce bois? C'est moi. Pour qui tu as travaillé? Pour moi. À qui appartient le produit fini? À moi. C'était 4500. Paye 1500 de plus. Alors, Rav Assi nous enseigne qu'au cas où l'artisan, c'est-à-dire le menuisier, a cassé le meuble après qu'il a fabriqué, eh bien, dans ce cas-là, il est patour. Il ne paye que le prix du bois, il ne paye pas la plus-value. Ça veut dire que c'est sûr qu'il ne va pas réclamer un salaire pour sa main-d'œuvre parce qu'il a tout cassé, donc le client n'a pas reçu de main-d'œuvre, ça c'est logique. Le bois, c'est sûr qu'il doit le rembourser parce qu'il lui a abîmé. Là où on avait le problème, c'était par rapport à la plus-value. Les 1500 de plus, les 2000 shekels, il rembourse, parce que c'est le prix du bois. Les 1000 shekels de main-d'œuvre, il n'encaisse pas, puisqu'il lui a tout cassé. Qu'est-ce qui reste? La question, c'était par rapport à la plus-value, les 1500 du bénéfice. Puisque le produit fini, c'est quoi le produit fini? C'est la résultante de l'addition de la matière et du travail, la main-d'œuvre. La matière, c'était 2000 shekels, la main-d'œuvre, c'était 1000 shekels. En tout, c'est pas que 3000, parce que tout l'investissement, le temps, l'énergie, ainsi de suite, le travail, l'attente, la supervision, tout ça, ça a une plus-value. Le produit fini aujourd'hui, il coûte par exemple 4005, donc 1500 de plus-value par rapport à ce meuble, ça appartient à qui? Ça appartient au propriétaire du bois, c'est-à-dire le client, ou bien ça appartient à l'artisan, car c'est l'artisan qui a apporté la plus-value. Car l'artisan, en faisant de ce bois un meuble, c'est lui qui a apporté la plus-value. Alors, Behemet, Rav Assi dit, Ouman connaît Beshevach Keli. Écoutez ça, c'est très important. Ouman connaît Beshevach Keli, c'est-à-dire l'artisan est propriétaire de l'amélioration du Keli. Le client est propriétaire du matériau, c'est lui qui a apporté la matière première, le bois, donc c'est sûr que ces 2000 shekels, il va les recevoir comme indemnité. C'est sûr qu'il ne va pas payer la main-d'œuvre parce qu'il n'en a pas profité. Mais la plus-value, qu'est-ce que prétend le client? Il dit à l'artisan, mais quand tu l'as cassé, tu as cassé un meuble qui m'appartenait, car c'était mon bois, c'était mon meuble. Si c'est mon meuble il coûte 4005, tu m'as cassé 4005, alors rembourse-moi 3005. Ça veut dire, moi je ne vais pas te payer pour ta main-d'œuvre, mais toi tu vas me dédommager pour le bois 2000 et pour la plus-value 1005. Paye-moi 3500 shekels. Eh bien, Rav Assi dit non. Il ne payera que 2000 shekels pour le bois, il ne payera pas le Shevach Keli. L'amélioration, la bonification, la plus-value du Keli qui a été obtenue par le biais du travail de l'ébéniste. Eh bien, cette plus-value-là, c'est l'ébéniste qui en est propriétaire. C'est l'artisan qui est connaît le Shevach Keli. C'est lui qui est propriétaire de la plus-value jusqu'à ce qu'il remette le Keli en main propre de l'acheteur.
tant qu'il n'a pas encore été payé, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore remis, il n'a pas été payé pour sa manœuvre, il n'a pas encore remis le Kéli à l'acheteur, eh bien le Kéli n'est pas, c'est-à-dire le bois est à l'acheteur, mais la plus-value n'est pas encore à l'acheteur. La plus-value, elle est encore au vendeur, encore à l'artisan. Ça, c'est ce que dit Rav Assi. Et maintenant, on va voir tout le débat autour de cela. D'accord? Il lui a donné, par exemple, il lui a donné du fer, du métal. Il lui a donné des verres. Il a fabriqué des lunettes. La matière première, ça coûtait 10 €. Maintenant, les lunettes coûtent 1000 €. Donc, il y a ici une plus-value. Lorsque le fabricant des lunettes a cassé les lunettes, une fois qu'elles étaient déjà fabriquées, par maladresse, l'artisan lui-même a cassé, est-ce qu'il doit payer 1000 € ou bien est-ce qu'il doit payer juste le prix du métal et du verre qu'il lui a apporté pour fabriquer les lunettes? C'est ça la question. Rav Assi dit, il ne paye que la matière première. Il ne paye pas la plus-value. Pourquoi? Ouman connaît Beshevach Keli. S'il vous plaît, répétez cette phrase. Ouman connaît Beshevach Keli. C'est l'artisan qui est acquéreur de la plus-value, du bénéfice, de l'amélioration du Keli. Rav Assi, lui, nous dit Ouman connaît Beshevach Keli. Et maintenant, la Gemara va à ce propos débattre. Regardez. Tnan. Natan la umanim vekilkelu, hayavim le shalem. Maï, la de yahiv leo etzim. J'ai pas compris. Rav Assi a dit que Ouman connaît Beshevach Keli. Et à ce titre-là, qui est-ce qui va subir le bénéfice, c'est-à-dire la perte du bénéfice? Qui va subir la perte du bénéfice? C'est pas le client propriétaire du bois, c'est l'artisan. Lui, l'artisan, puisque c'était lui qui était propriétaire de la plus-value, du bénéfice, eh bien maintenant, il ne va pas payer. Il va pas payer le client en lui disant, écoute, tu as perdu bénéfice à cause de moi, tiens, le prix d'une armoire. Pas du tout. N'est-ce pas? C'est ce qu'a dit Rav Assi. La Gemara dit, mais c'est faux. Clairement, dans la Mishnah, il est écrit le contraire. Qu'est-ce qui est écrit? Natan la umanim le taken, vekilkelu, hayavim le shalem. Quelqu'un qui a donné à l'artisan pour réparer et il a abîmé, l'artisan est hayav de payer un dédommagement. Et de quoi on parle? A priori, on parle de quelqu'un qui a donné du bois à l'artisan, au Ouman, et le Ouman, après qu'il ait fabriqué le Kéli, il a cassé. Et donc, et qu'est-ce qui est écrit? Hayav le shalem. Donc répétons. Maïlav de yahiv le etzim. A priori, on parle de quelqu'un qui a donné du bois. Yahiv le etzim. La Gemara réfute et dit lo. Shida teva ou migdal. En fait, il ne lui a pas donné du bois pour fabriquer un meuble, il lui a donné un meuble à réparer. C'est pour cela que la Mishnah dit, si l'artisan, au lieu de réparer le meuble, il a cassé, là il doit payer le meuble. La Gemara dit, c'est pas possible. Pourquoi? Hamide katane sefa shida teva ou migdal, miklal derecha etzim. Tu ne peux pas me dire que dans la première halakha de la Mishnah, il s'agissait d'un client qui a donné un meuble à l'artisan à réparer et il lui a cassé. C'est pas possible, car ça c'est la deuxième halakha. Ah oui. Ça c'est la deuxième halakha. Qu'est-ce qui est écrit dans la deuxième halakha? Regardez. Shida, Teva ou Migdal, pardon, Nathan la harash. Il a donné au harash. C'est quoi harash? L'ébéniste, menuisier. Shida, Teva ou Migdal, un meuble. L'étaken à réparer. Vekilkel, et il l'a abîmé. Hayab les shalem, il doit payer. Donc tu vois bien que ça c'est le deuxième cas de la Mishnah. C'est là où on parle de quelqu'un qui a donné à l'artisan un meuble à réparer. Mais dans le premier cas, où il est écrit Natan laumanim letaken, il a donné à l'artisan être metaken, certainement ici,
On ne parle pas de quelqu'un qui a donné un meuble, parce que ça c'est la deuxième halakha. Donc de quoi on parle? De quelqu'un certainement qui a donné du bois et il a demandé être metaken. C'est quoi metaken? Fabriquer un meuble. Et après avoir fabriqué le meuble, il a cassé. Donc là, oui, demain. Hayab les Shalem. Même dans ce cas, la Mishnah le condamne. Oui. Alors tu vois qu'il est condamnable. Si l'artisan est condamnable, alors c'est faux, a priori, ce qu'a dit Rav Assi. Car Rav Assi a dit qu'il n'est pas tourbe. Rav Assi a dit Ouman Kone Beshevach Keli. Rav Assi a dit c'est qui le propriétaire du bénéfice? C'est le Ouman. C'est le bénis, c'est le Ouman, c'est l'artisan. Alors que la Mishnah a dit Hayab les Shalem. L'artisan doit payer au client les Shalem. Quoi? La plus-value. Dites-moi. La plus d'Afka. Non, de lui payer le Keli. Il lui a donné Nathan, Laoumanim, Letaken, Vekilkelu, Hayavim, les Shalem. Il a donné des etzim. Il lui a donné des Etzim, des Asaan Keli. Il a fait avec les planches, il a fait un Keli. Hayab et Shalem quoi? Eh bien, le Keli. Non. Eh bien, oui, c'est ça. Ce qui est écrit dans la Mishnah. Nathan, Laoumanim, Letaken, Vekilkelu, Hayavim, les Shalem. De quoi on parle? On parle de quelqu'un certainement, hein, entre guillemets, la Gemara présume et suppose qu'on parle dans la Récha de quelqu'un qui a donné des planches de bois à l'artisan pour fabriquer avec quelque chose. Il a fabriqué cette chose, il a fabriqué un meuble, ensuite il a cassé par maladresse, il doit payer le prix du meuble. Alors tu vois qu'on a ici deux halachot. On parle de quelqu'un qui a fabriqué un meuble, un artisan qui a fabriqué un meuble, ou de quelqu'un qui a réparé un meuble. Dans les deux cas de figure, s'il a cassé le meuble, eh bien il doit payer le prix du meuble. Alors comment Rav Assi a dit que non? C'est la couchia. La Gemara répond, Amré, excusez-moi, la Gemara répond, Lo, Shida Teva Migdal. Même dans la Récha, on a parlé, pareil, de Shida Teva ou Migdal. Il lui a donné un meuble qui était déjà fabriqué, qui était déjà existant. Même dans la première halakha de la Mishnah, comme dans la deuxième halakha de la Mishnah, on parle de quelqu'un, un client, qui a donné un meuble à l'artisan pour le réparer. Mais le meuble existait. C'est pour cela que s'il lui a cassé le meuble, il doit payer. Mais s'il lui avait donné du bois pour fabriquer le meuble et il a cassé le meuble, il n'est pas khayab de payer le prix du meuble, il paye que le prix du bois. La Gemara dit, mais c'est pas possible, puisque tu ne peux pas répéter deux fois la même chose. Première halakha, deuxième halakha, c'est la même chose. Mais si dans la deuxième halakha on parle d'un meuble, donc forcément dans la première halakha on parle du bois, on ne parle pas d'un meuble. Amré, réponse. Parouché Kamefaresh. La deuxième partie de la Mishnah, c'est l'explication de la première partie. C'est-à-dire, Ketzad, Natan Laoumanim Letaken Vekilkelu Hayavim Leshalem, Kegon, Shenatan Laharash, Shida Teva Migdal. C'est-à-dire, comment Ketzad Nathan Laoumanim Letaken Vekilkelu Hayavim Leshalem. Explique-moi le cas de quelqu'un qui a donné à l'artisan à réparer et il a abîmé. Kegon, comme par exemple, chez Nathan Laharash, il a donné au menuisier, Shidat et au Migdal. Ah oui. Il lui a donné un meuble. Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas de halachot. Au début de la Mishnah, il n'y a pas de halachot. Il y a une seule halacha. La deuxième phrase, c'est l'explication de la première phrase. Donc ça change tout. Rav Assi te dit, tu as mal lu la Mishnah, tu as mal compris la Mishnah. Tu as cru qu'il y avait deux halachot au début de la Mishnah. Il n'y a pas deux halachot, il y a une seule halacha. Simplement, on a d'abord le titre, et ensuite on a l'exemple. C'est quoi le titre? Nathan Laoumanim Letaken Vekilkelu Hayavim Leshalem. Ketzad, comment c'est possible?
Natan la harash, shida teva ou migdal. Vekilkel, hayab leshalem. Ça veut dire que le cas du meuble, shida teva ou migdal, le bonhomme est venu avec un meuble à réparer et le menuisier lui a cassé, c'est l'exemple type du principe enseigné dans la Récha. Donc il n'y a pas de halachot différentes. C'est la même halakha. Juste au début, on nous donne le principe, et après on nous donne l'exemple. Le principe, c'est quoi? Quand tu donnes à l'artisan à réparer et il t'a abîmé, il doit payer. Par exemple, Ketzad, comment par exemple? Natan la harash, shida teva migdal et taken, et quelqu'un, hayab leshalem. Donc, on parle toujours d'un meuble qui existait. Et le client est venu avec un meuble. Il lui a dit répare-moi, il lui a cassé. Donc là, il doit lui payer le prix du meuble. Mais au cas où il lui a donné à fabriquer, Rav Assi se maintient dans sa position en disant Ouman connaît Shevar Keli. Ouais. Alors maintenant, la Gemara dit Achinami mistabra de Ketzad Katane. La Gemara dit c'est logique. Ce qu'on vient de dire, que la deuxième phrase de la Mishnah n'est que l'explication de la première phrase, et ce n'est pas une halakha en soi, à part entière, quelle est la preuve? Dei salkada atach, recha etzim, car si tu crois que la première halakha de la Mishnah, c'est une halakha en soi, que quoi? Que quelqu'un qui a donné des planches de bois à l'ébéniste pour fabriquer un meuble, ensuite l'ébéniste l'a cassé, ce meuble, il doit payer le prix du meuble, alors dans ce cas-là, c'est Kalva Homer. Hashtash mu'inan etzim hayavim leshalem velo amrinan uman kone b'shevach kelim shidateva migdal mibaya. Car sinon, si c'était deux halachot bien distinctes, comme tu as proposé, de dire que la première halakha, qu'est-ce qu'elle t'enseigne? Que le client qui a donné du bois au menuisier, et après qu'il a fabriqué un meuble avec ce bois, il a cassé, il doit payer le prix du bois, pardon, il doit payer le prix du meuble entier. Alors, à plus forte raison, si le client lui a apporté un meuble qui était déjà fabriqué, qui lui a cassé, c'est sûr qu'il doit lui payer le prix du meuble. Il n'y a plus de tridouche. Si, déjà, tu m'as enseigné dans la première halakha que si le client, Réhouven, a donné à Shimron, l'artisan, du bois pour fabriquer un meuble, et après qu'il a fabriqué le meuble, Shimron, l'artisan, l'a cassé par maladresse, eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire, Shimon? Il doit payer à Réhouven le prix du bénéfice, le prix du meuble. D'accord? Non, si on dit que c'était ça le pirouche qui doit lui payer le prix du meuble, alors dans ce cas-là, il n'y a plus de hidouche dans la deuxième halakha. Parce que dans la deuxième halakha, on parle de quelqu'un qui est venu avec un meuble à réparer. C'est sûr que si, au lieu de réparer, il lui a cassé, c'est sûr qu'il doit lui payer. Par Kalva Homer, si déjà dans la première halakha, il doit lui payer le prix du meuble, à plus forte raison dans le deuxième cas où il lui a apporté un meuble déjà existant, c'est sûr qu'il doit lui payer. Donc forcément, c'est pas possible de comprendre le début de la Mishnah comme étant deux halachot. C'est forcément une seule halakha. La deuxième phrase est l'explication de la première phrase. Première phrase, c'est le principe. La deuxième phrase, c'est l'exemple. C'est quoi la première phrase? Le principe. Ha'umanim, natan la'umanim letaken, vekilkelu, hayavim leshalem. Ketzad, natan la'harash, shidat eva migdal letaken, vekilkel, hayav leshalem. Ça, c'est très joli. Donc, Rav Assi apporte une preuve à sa compréhension de la Mishnah. Et une preuve à ce qu'il a dit, que Ouman connaît Beshevar Keli, c'est-à-dire que c'est seulement s'il lui a apporté un Keli à réparer et qu'il lui a cassé qu'il doit payer. Mais s'il lui a apporté que du bois et il lui a fabriqué un meuble et ensuite il a cassé, il ne payera pas le prix du meuble, il payera que le prix du bois. Est-ce que vous trouvez la preuve de Rav Assi convaincante? Pas trop. Pourquoi pas? Oui. La Gemara dit comme ça. Dans l'absolu, vous avez raison que c'est très convaincant. Mais malgré tout, la Gemara réfute cette preuve. Et elle dit
Si c'est ça ta preuve, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Tana sefa legalouye recha. Shelo tomar recha shedat evor migdal aval etzim lo. Tana sefa shedat evor migdal miglal de recha etzim bafilo achi hayavim leshalem. C'est-à-dire, je peux te dire à l'envers. Je peux très bien dire que ce sont deux halachot bien distinctes. La première halacha, elle t'enseigne que s'il lui a donné du bois, il a fabriqué un meuble, et ensuite il a cassé, l'artisan doit payer le prix du meuble. Deuxième halakha, le client a apporté un meuble déjà existant, juste à réparer, il lui a cassé, il doit payer. C'était quoi ta kushia? Mais c'est Kalva Homer. Si déjà, dans le premier cas, il est hayav, à plus forte raison dans le deuxième cas. Je peux te dire que tu veux savoir pourquoi il t'a écrit le deuxième cas, bien qu'il n'y ait pas de hidouche, c'est pour te dévoiler le hidouche du premier cas. C'est-à-dire, justement, étant donné que dans le deuxième cas, on parle de quelqu'un qui a apporté un meuble déjà existant, donc forcément dans le premier cas, on parle de quelqu'un qui a apporté du bois pour fabriquer un meuble qui n'existait pas encore. Et malgré tout, il est hayav leshalem. Justement, au travers du deuxième cas, on a voulu exclure l'erreur du premier cas. Si on n'avait pas écrit le deuxième cas, la deuxième halakha, quel est le deuxième cas? Quelqu'un qui a apporté un meuble à réparer et l'artisan l'a cassé. Maintenant qu'on a parlé de ce cas, donc c'est sûr que le premier cas, c'est pas ça. Si le deuxième cas est explicite, donc le premier cas ne peut pas correspondre au deuxième cas. Donc comment tu comprends le premier cas? Donc forcément, on parle de quelqu'un qui a apporté du bois pour fabriquer un meuble. Et le Oman, il a fabriqué le meuble et il a cassé à la fin, il payera le prix du meuble et pas le prix du bois. C'est-à-dire que la Gemara a dit, on peut comprendre comme ça la Mishnah. Donc il n'y a aucune preuve pour Rav Assi. Car je peux t'expliquer la Mishnah différemment. Je peux dire que la première phrase c'est une halakha, deuxième phrase c'est une autre halakha. Et non pas que la deuxième phrase c'est l'explication de la première phrase. Au début on a mis un principe et ensuite on a donné un exemple. Non, je peux très bien dire que ce sont deux cas. Et il n'y a rien à voir entre premier cas et deuxième cas. Qu'est-ce que me dit le premier cas? Natan la umanim letaken vekilken hayavim leshalem. Deuxième cas. Natan la hara shida tevor migdal letaken vekilken hayav. Alors, le deuxième cas, il n'a pas de sens. Car kalva homer. Si déjà dans le premier cas il est hayav, à plus forte raison dans le deuxième cas. D'accord? Eh bien, il te répond. Tu veux savoir pourquoi on l'a écrit quand même si ça n'a pas de sens? C'est juste pour pas que tu te trompes et que tu crois que le premier cas s'explique comme le deuxième cas. C'est pour ça qu'on a écrit le deuxième cas, pour pas que tu expliques le premier cas comme le deuxième cas. C'est-à-dire, dans le deuxième cas, on parle... Alors, je vais mieux expliquer. Le premier cas, on a un doute. De quoi on parle? Natan laumanim letaken. Vekilken. On a un doute. Qu'est-ce qu'il a donné? Qu'est-ce qu'il a donné à Metaken? Est-ce qu'il a donné un meuble déjà existant à réparer, ou bien est-ce qu'il a donné du bois pour fabriquer un meuble? On ne sait pas. Mais dès qu'on lit la suite, on voit le deuxième cas. On parle de quelqu'un qui a donné un meuble à réparer. Donc c'est sûr que le premier cas, c'est qu'il a donné du bois. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui a donné un meuble, puisque le cas du meuble, c'est le deuxième cas. Donc c'est sûr que le premier cas, ça ne peut pas être un meuble déjà fait. C'est forcément qu'il a donné du bois pour fabriquer un meuble. Et grâce au deuxième cas, tu comprends le sens du premier cas. Et maintenant, qu'est-ce que tu vois dans le premier cas? Quelqu'un qui a donné du bois à l'artisan pour fabriquer un meuble et il l'a cassé, il paye le prix du meuble. Donc ça va juste à l'encontre de Rav Assi. Car Rav Assi avait dit qu'il ne paye pas le prix du meuble. L'artisan, Ouman connaît Beshevach Keli. Eh bien, non, on peut très bien dire que Ouman le connaît Beshevach Keli. L'artisan doit payer le prix du meuble au client, car le Shevach, il appartient au client, il n'appartient pas à l'artisan. La plus-value, le bénéfice appartient au client. C'est à lui le bois, c'est à lui la main-d'œuvre, c'est à lui tout.
Lui, il doit payer juste la main-d'œuvre, mais tout est à lui, la plus-value, c'est à lui. On peut très bien dire comme ça. Il n'y a rien qui nous prouve le contraire. Ce qu'on veut dire en d'autres termes, c'est qu'on a voulu apporter une preuve à Ravasi de notre Mishnah. On n'a pas de preuve pour Ravasi de notre Mishnah. Ça ne veut pas dire qu'il a tort. Mais juste, on a réfuté la preuve qu'on a voulu lui apporter. Notre Mishnah semblait être un appui pour Ravasi. On a réfuté en disant, non, notre Mishnah n'est pas une preuve pour Ravasi, car on peut expliquer différemment notre Mishnah. Maintenant que l'Agmara a réfuté la preuve de notre Mishnah, elle va essayer d'apporter encore une autre preuve à Rav Assi, pour dire qu'il a raison quand il a dit « Umman connaît Beshebach Keli » que l'artisan, c'est lui le propriétaire de la bonification d'un Keli. C'est lui qui est propriétaire du bénéfice. Tant qu'il n'a pas encore remis le meuble à l'acheteur, il est propriétaire de la plus-value. La Gemara dit « L'imam Essayale ». On va amener une preuve à partir d'une Mishnah qui figure dans le Daf Kouf. Qu'est-ce qu'elle dit, cette Mishnah? Hanoten tsemer la tzabba, vigdi hoyora. Noten lo de meet simro. C'est-à-dire, celui qui donne de la laine à l'état brut au teinturier pour colorer la laine, pour teindre la laine. Par exemple, il veut fabriquer du fil pour fabriquer un costume, par exemple couleur bleu marine, il a donné au teinturier de la laine. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'a fait le teinturier quand il a mis dans la marmite chaude pour laisser tremper la laine pour capter la couleur? Il a mis trop chaud, ou bien il a laissé trop longtemps dans la chaleur, et après ça, la laine s'est abîmée. La chaleur a brûlé la laine en quelque sorte. Donc maintenant, la teinture s'est abîmée. Il est écrit dans la Mishnah, Notenlot Metsimro. C'est-à-dire, qu'est-ce que doit payer le teinturier au propriétaire de la laine? Le prix de la laine. La Gemara dit Metsimro in, Metsimro jvaholo. Tu vois qu'il doit payer que le prix de la laine, mais pas le prix de la laine avec la teinture. C'est-à-dire, encore une fois, je répète mon exemple. De la laine coûte 1000 shekels. La teinture coûte 500 shekels. Il doit payer au teinturier 500 shekels. Donc, normalement, les deux ensemble, c'est 1500. C'est faux. Les deux ensemble, c'est 2500. Pourquoi? Parce que quand vous prenez un tissu qui est déjà teint, ça veut dire qu'il y a déjà eu du travail, allez, va chercher la laine, tu la transportes, tu l'amènes chez le teinturier te la ramène. Tout ça, ça fait de la plus-value. L'autre, il vient pour regarder, machin. Donc tout ça, ça donne un bénéfice. Ce bénéfice-là, qui en est propriétaire? Le teinturier ou le propriétaire de la laine? C'est toujours le même débat. Alors, a priori, c'est l'artisan, le teinturier, qui est propriétaire de la plus-value. Pourquoi? Parce qu'il est écrit qu'il doit rembourser que le prix de la laine. Si tu dis que c'est le propriétaire de la laine qui est propriétaire aussi de la plus-value, c'est-à-dire du bénéfice, alors le teinturier n'aurait pas pu s'acquitter en payant juste le prix de la laine. Il aurait dû payer le prix de la laine et le prix, plus le prix du bénéfice qui lui a fait perdre. La Gemara dit, pardon, excusez-moi. La question, j'ai pas lu la question entièrement. C'est là que s'arrête le point d'interrogation pour déduire de là une preuve que Ravasi a raison. C'est-à-dire, écoutez bien comment ça fonctionne. Quand on met de la laine dans une marmite chaude où il y a de la teinture, à un certain moment, la laine a capté la couleur convenablement. Le teinturier, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Tout de suite, il aurait dû sortir la laine
l'a retiré de la marmite. D'accord. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une sieste. Et dans sa sieste, il a dormi 3 heures de plus. Quand il s'est réveillé, il a été chercher khlet. Il a abîmé complètement la laine, qui est restée dans l'eau bouillante longtemps. Maintenant, ce n'est plus du tout la couleur souhaitée par le client. Maintenant qu'il lui a abîmé, regardez bien. Il fut un temps où la laine était bonne. Car s'il avait retiré la laine de la marmite, à un moment donné, elle était excellente. C'était une teinture parfaite. Ensuite, quand il est resté 3 heures de plus, il a abîmé. Donc il a abîmé quoi? Une laine qui avait une plus-value. Mais maintenant, il a perdu cela à cause du temps supplémentaire où la laine est restée dans la teinture bouillante plus longtemps. Alors maintenant, on considère que la laine, à un moment donné, combien elle coûtait? 2500 shekels. On a dit 1000 shekels la laine. Le travail, 500. Le bénéfice, encore 1000, ça fait en tout 2500. Donc à un moment donné, ça coûtait 2500. Maintenant, ça vaut même pas 500. D'accord? Bon, ça vaut 0. Allez, on va exagérer. Ça vaut 0. Il faut le jeter à la poubelle. D'accord? Alors, ok, les 500 de la main-d'œuvre, c'est sûr qu'il ne va pas encaisser. Mais maintenant, il y a 1000 shekels de laine et 1000 shekels de plus-value. Qui a perdu cette plus-value? Le teinturier ou le client propriétaire de la laine? C'est pas un schéma. De la Mishnah, on voit que qui est-ce qui paye? Qu'est-ce qu'il paye le teinturier? Que la laine. C'est ce qui est écrit. Noten lot metzimo. Sous-entendu que c'est qui le propriétaire de la plus-value? C'est le teinturier. De là, on peut déduire Uman kone beshevach keli. C'est pas un schéma, ça. Vas-y. Si, il fait schéma. Mais non, il a Alors, fait- est-ce que c'est une belle preuve pour Assi? Oui, bien sûr. Car si le Shevach Keli revenait au client, donc l'artisan, le teinturier, il aurait dû payer pas seulement le Dmet Simro ou Shvaho, même le Shevach. Car à un moment donné, il y avait du Shevach. Ah, Si tu vois qu'il n'y a pas écrit Dmet Simro ou Shvaho, ça veut dire qu'il ne paye pas le Shevach. Pourquoi il ne paye pas le Shevach? Pourtant, il y avait du Shevach. Réponse, Ouman connaît le Shevach Keli. C'est le Ouman qui est propriétaire du Shevach. Jusqu'à ce qu'il remette le Keli en main propre, jusqu'à ce qu'il remette la laine en main propre à l'acheteur, en attendant le Shevach italien. Bon, il n'y a pas eu de schéma, hein, il a cramé direct quand même. Ah, c'est la réponse. Ah, vous connaissez la suite? Non? C'est la réfutation d'Agmara. Ah ouais, ouais, Amar Shmuel acha b'may askinan kegon shigdiho b'sha'at nefila delikashvaha. Bravo. Ah oui, c'est vrai. Shmuel dit, il n'y a aucune preuve pour Assi. Comme quoi Oman connaît Beshevach Keli. Car on peut dire Ah oui. que depuis le début, il a cramé la laine. C'est-à-dire que ce n'était pas comme je vous ai expliqué que ça s'est passé en 2 temps. D'abord, la laine a capté la belle couleur. Elle a obtenu une plus-value, une augmentation de valeur. Et ensuite, comme il a fait la sieste trop longue, ensuite ça s'est abîmé. Ça veut dire qu'il y a eu 2 étapes. Première étape, amélioration. Deuxième étape, dégradation. Alors il payera pour la dégradation le prix de l'amélioration. D'accord? C'est ce qu'il aurait dû payer. Mais on a dit non, il ne paye pas. Ça veut dire que Ravassi a raison, que le prix d'amélioration revient à qui? À l'artisan et pas au client. Alors, Shmuel dit c'est pas vrai. De cette Mishnah, il n'y a pas de preuve. On peut très bien dire que dans cette Mishnah, il n'y a pas eu de Shema. Il n'y a pas eu du tout d'amélioration. Pourquoi? On peut dire qu'on parle d'un cas où le teinturier a mis la laine dans de l'eau trop bouillante dès le départ. depuis le départ, ce qui fait que la laine, depuis le début, ça s'est abîmé. Alors, donc il n'y a pas eu un moment d'amélioration. C'est pour ça qu'il ne paye pas l'amélioration, il paye que le prix de la laine. De quelle amélioration tu veux qu'il paye? Il n'y a pas eu d'amélioration. Donc on n'a pas de preuve. Ça veut pas dire que Ravassi a tort, mais en tout cas, Shmuel dit il n'a aucune preuve de cette Mishnah. La Gemara pose la question, elle dit Avaligdiho le'achar nefila mai
noten lo dme tzimro shvaho, lima Shmuel litle de Ravasi. Ça veut dire que d'après Shmuel, si Béhémet, ça s'est fait en 2 temps, d'abord il y a eu amélioration et ensuite dégradation, que penserait Shmuel? Que l'artisan il doit payer au client le prix du shevach? Ça veut dire qu'il s'oppose à Rav Assi. Donc Rav Assi va dire que Ouman connaît shevach keli et Shmuel va dire Ouman lo connaît shevach keli. L'un donne à l'artisan le shevach keli, Rav Assi, et Shmuel il donne à qui le shevach keli? Au client? Non, on n'est pas obligé de dire qu'il y a une mahloquette entre les deux. Amar lecha Shmuel. Shmuel peut très bien dire Acha b'mayaskinan kegon de tsemer vesamanim de baal habayit vetseva agar yadeo de shakil. C'est-à-dire, on peut très bien dire que Béhémet, Shmuel est d'accord avec Rav Assi dans l'absolu. Comme quoi, le Ouman connaît des shevach keli. Mais ici, on parle de quelqu'un qui a apporté à l'artisan les deux. Il lui a donné même le tsemer, la laine, et même la teinture. Donc maintenant, le teinturier devait faire juste le travail. Et pourquoi il devait toucher son salaire? Que pour la main-d'œuvre, uniquement. Là, ici, Shmuel va dire, moi je suis d'accord avec Rav Assi en général. En général, Ouman connaît shevach keli. La plus-value, le bénéfice appartient au Ouman. Mais c'est seulement si le Ouman apporte également quelque chose. Pas seulement sa main-d'œuvre. Par exemple, il lui a donné de la laine au teinturier, mais le teinturier, il apporte 2 choses. Sa main-d'œuvre et la teinture. Dans ce cas-là, je suis d'accord avec Shmuel pour dire que... pardon, je suis d'accord avec Rav Assi pour dire que Ouman connaît les shevach keli. Mais lorsque c'est le propriétaire de la laine qui est aussi propriétaire de la teinture, et c'est lui qui a donné au teinturier la totalité, et dans ce cas-là, l'autre il n'a que sa main-d'œuvre, même Rav Assi serait d'accord avec Shmuel pour dire que là, le Ouman, il n'est pas connu les shevach keli. Pourquoi? Parce que même le shevach, il est obtenu par la teinture. Ici, il n'y a que la main-d'œuvre. Mais là, ici, le shevach, l'augmentation de valeur de la laine, elle n'est pas que grâce à la main-d'œuvre, elle est grâce aussi à la teinture du client. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'il doit tout lui payer, si jamais ça s'était fait en 2 temps. C'est pour ça qu'il a dit, pourquoi il ne paye pas? Il ne paye pas parce qu'il a tout cramé depuis le début. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'amélioration. Mais s'il y avait eu amélioration, il aurait dû payer pour l'amélioration. Pourquoi? Car cette amélioration, elle n'est pas que grâce au Ouman, elle est aussi grâce au client. Car le client, il a apporté pas que la laine, il a aussi apporté la teinture. Et c'est la teinture qui a fait que la laine, elle a une plus-value. Donc, qu'est-ce qui fait que la laine, elle a eu une augmentation de valeur? 2 éléments. La main-d'œuvre du Ouman et la teinture du propriétaire de la laine. Donc, puisqu'ils sont associés au niveau du shevach, dans ce cas-là, même Rav Assi serait d'accord pour dire que là, on ne dira pas que le Ouman connaît les shevach keli. La Gemara poursuit son étude à propos du Hiddush de Rav Assi, qui avait dit que Ouman connaît Beshevach Keli, c'est-à-dire que la plus-value de l'objet fabriqué par l'artisan appartient à l'artisan. Par exemple, si j'ai donné du bois à l'artisan pour fabriquer un meuble, je lui ai donné pour 1000 shekels de bois. Mais aujourd'hui, le meuble qu'il a fabriqué vaut 3000 shekels. À qui appartiennent les 2000? Est-ce que ça appartient au propriétaire du bois ou bien est-ce que ça appartient à l'artisan qui a investi la main-d'œuvre? Eh bien, Rav Assi disait que Ouman connaît Beshevach Keli, que le Shevach Keli, la plus-value, l'augmentation de valeur du Keli appartient au Ouman. Par rapport à cela, la Gemara
va poser une question. Elle va adresser une objection à Rav Assi en disant c'est impossible de dire une chose pareille, car ça contredit la baraïta suivante. Ta'ashema, viens écoute la baraïta. Hanoten talito la uman, quelqu'un qui a donné son talit, ça veut dire son vêtement, au uman, à l'artisan, a priori, un tailleur, pour le réparer, il semblerait. Gemaro vehodiro, afilu mikan ve'ad asara yamin, eno rover alav mishum lotalin. Vous savez que la Torah nous impose de payer le salaire d'un artisan le jour même. C'est-à-dire que si j'ai embauché un ouvrier, le jour même, je dois le payer. C'est-à-dire quoi le jour même? À l'issue de son travail. Dès qu'il a terminé de travailler, je dois lui donner son salaire. Et si je le retiens, je suis en infraction. Car la Torah va dire Lotalin pe'ulat sachir itecha ad boker. Ne garde pas chez toi le salaire de ton ouvrier jusqu'à l'aube. Tu dois lui payer le jour même. Beyomo titen secharo. Le jour même, tu payeras. Alors maintenant, si le tailleur a terminé son travail, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le régler. D'accord? Mais à quel moment faut-il le régler? Est-ce qu'il faut le régler au moment de la livraison ou bien au moment où il a terminé son travail? Regardez ce qui est écrit. S'il a terminé son travail, mais il n'a pas encore livré le produit, il a juste donné l'information. Il a appelé le client et il lui a dit « Voilà, c'est prêt, j'ai terminé le travail, tu peux venir le chercher. » Bien que ça fait 10 jours qu'il a terminé le travail, le client n'est pas en infraction, même s'il n'a pas payé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu encore la livraison du produit. Répétons. Hanoten talito la uman, celui qui donne son talit au uman, à l'artisan. Gemaro vehodiro, il a terminé le travail et il a informé. Afilu mikan ve'ad asara yamim, même si 10 jours se sont écoulés depuis l'information, depuis qu'il a terminé le travail, il n'est pas en infraction par rapport à la retenue du salaire. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas encore livré. Par contre, Netanahlo, Bahatsi Hayom, si il lui a livré, il lui a donné le produit, par exemple, s'il lui a donné le vêtement, le talit réparé, il lui a donné à midi, est-ce que le bonhomme est obligé de payer immédiatement lors de la livraison? Réponse non. Il n'est en infraction que si la nuit est passée qu'il n'a pas payé. Lotalin perulat sachir itecha ad boker. La nuit, tu dois le payer. C'est-à-dire, bien sûr, plus tôt tu payes, mieux c'est. Mais tu es en infraction que dans la mesure où tu ne l'as pas payé la nuit. La nuit est passée, tu ne l'as pas payé, là tu es en infraction. Tu as transgressé un interdit de la Torah. Lorsque l'ouvrier a travaillé en journée, alors la mitzvah de le payer, c'est le jour même. Beyomo titen secharo. La Torah dit à ce propos que il y a un pasuk, Velo tavor alav hashemesh. Velo tavor alav hashemesh. Ne laisse pas le soleil se coucher. Il a travaillé en journée. Il a travaillé, par exemple, comme on a dit, il a fabriqué le vêtement ou il a réparé le vêtement. Il a terminé le travail à midi. Même s'il a livré à midi, il a encore
jusqu'à la fin de la journée pour payer. Beyomo titen secharo. Tu dois payer le jour même. Et si le soleil s'est couché, il est en infraction. Car la Torah dit Velo tavo alav hashemesh. Ne laisse pas le soleil se coucher avant de le payer. Paye-le avant le coucher du soleil. Beyomo titen secharo. Le jour même tu payes. Alors quand la Torah dit Velotalin itecha Lotalin itecha peulat sachirat boker, ne laisse pas le salaire de l'employé chez toi jusqu'à l'aube. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un travail nocturne. S'il a travaillé la nuit, il faut payer la nuit, avant le lever du jour. S'il a travaillé en journée, il faut payer en journée, avant le coucher du soleil. Donc il y a deux psukim. Un pasouk qui nous interdit d'attendre le coucher du soleil, il y a un pasouk qui nous interdit d'attendre le lever du soleil. Eh bien, ici, c'est bizarre, car on parle de quelqu'un qui a travaillé en journée. Il a terminé à midi. Il a livré à midi. Donc, normalement, il doit payer quand? Le jour même. Et si le soleil s'est couché, il est déjà en infraction. Velotavo alav hashemesh. Alors pourquoi la Braïta a cité le pasouk de Lotalin? Lotalin. Lotalin, ça veut dire ne laisse pas passer la nuit. Lotalin, ne laisse pas passer la nuit. Mais ce n'est pas de cela qu'on parle. Alors en effet, la Braïta n'a pas été précise. Elle a cité le pasouk de Lotalin qui ne correspond pas vraiment. Mais comme les gens connaissent le issour de Lotalin, c'est comme ça qu'on a l'habitude de dire Lotalin, Lotalin. Alors les gens connaissent plus ce pasouk, on a cité le pasouk qui est le plus répandu. Mais en l'occurrence, c'est pas Lotalin qui correspond, c'est l'autre pasouk, Lotavo. Lotavo alav hashemesh. Puisque il s'agit de quelqu'un qui a travaillé en journée, qui a plutôt terminé son travail en journée. Donc voilà. Très bien. La Gemara continue et poursuit son analyse de l'enseignement de Rav Assi, qui consistait à dire Uman kone beshevach keli, c'est-à-dire que l'artisan est propriétaire de la plus-value. Lorsqu'on lui a donné du bois et qu'il en a fait un meuble, le bois coûtait 1000 shekels et que le meuble coûte 3000 shekels, à qui appartiennent les 2000 shekels de l'augmentation de valeur? Est-ce que ça appartient au client qui est propriétaire du bois? C'est à lui qu'appartient la plus-value? Ou bien est-ce qu'elle appartient à l'artisan? Le bois, 1000 shekels, ça appartient au propriétaire, au client, mais la plus-value, c'est qui l'a donné? Eh bien, c'est l'artisan qui s'est investi. C'est lui qui est encore propriétaire. Jusqu'au jour où le client va lui payer pour ce travail. Mais en attendant, Uman connaît Beshevach Keli, l'artisan est propriétaire du Shevach Keli. La Gemara, c'est une braïta pour objecter, pour adresser une objection à Rav Assi, pour démontrer le contraire. C'est faux de dire que c'est le Uman qui est propriétaire. Quelle est la preuve? La braïta nous dit Hanoten talito la Uman. Si quelqu'un donne à l'artisan son talit, son vêtement, a priori, on parlerait d'un tailleur à qui on a donné un talit pour le réparer, ou un tissu pour confectionner un costume, par exemple. Gemaro, il a terminé. Veodiro, après avoir terminé le travail, il a informé le client. Il lui a dit, voilà, c'est prêt. Afilumikan verdasara yamim, eno over alav mishum lotalin. Même si 10 jours se sont écoulés depuis le moment où il a informé qu'il a terminé le travail, le client n'est pas en infraction par rapport à l'otaline. Qu'est-ce que c'est que l'otaline? L'otaline, c'est une mitzvah de la Torah qui consiste à dire que l'employeur doit payer l'employé le jour même. Alors il existe 2 catégories d'employés. Celui qui a travaillé en journée, diurne, et celui qui a travaillé la nuit, nocturne. Si c'est un travail nocturne, il faut le payer la nuit même. Si
on a laissé le jour se lever sans le payer, on est en infraction. Comme il est écrit, Lotalin itecha peulat sachir ad boker. Maintenant, si c'est le contraire, c'est un travail diurne, un travail de jour, alors il faut le payer le jour même. Si on a attendu le coucher du soleil, on est en infraction. Car la Torah dit, Beyomot iten secharo, lotavo alav hashemesh, ne laisse pas le soleil se coucher. Alors, de quoi on parle ici? On parle ici d'un homme qui a terminé le travail à midi, Hatsi Hayom. Normalement, le passouk que la Braïta aurait dû citer, c'est le passouk Velo Tavo Alav Hashemesh. Beyomot iten secharo. Pourquoi il a cité le passouk de l'otaline? Ça n'a rien à voir. L'otaline, c'est pour un travail nocturne. Ici, il a terminé en mi-journée. Réponse, c'est parce que c'est plus facile pour la mémorisation. Car tout le monde connaît le issour de l'otaline. Les gens ne connaissent pas le issour de l'otavo, Alav Hashemesh. Alors, c'est pour cela que celui qui a travaillé, l'artisan qui a travaillé et qui a terminé son travail à midi, et il a informé, mais il n'a pas donné, il n'a pas remis le produit à son client, l'autre n'est pas en infraction. Par contre, s'il lui a remis en main propre, alors là, il est obligé de le payer. S'il n'a pas payé dans la journée, à la tombée de la nuit, au coucher du soleil, ça y est, il est en infraction. C'est ce que nous dit la Braïta. Netanahlo, il lui a donné le talit réparé, la Hatsi Hayom, à la mi-journée. Kevan Sheshakra Alav Ahama, dès que le soleil s'est couché, envers Alav Mishum Baltalin. Il transgresse le issour de Baltalin. Et comme je l'ai dit, c'est pas vraiment Baltalin qui est le terme approprié, c'est plutôt l'Otavo Alav Hashemesh. Fin de citation de Baraïta. Maintenant, la Gemara va déduire la Kushia contre Ravasi. Et elle va dire, Ve'is al-kadatach uman kone beshevach keli. Si c'était vrai ce que tu disais, Rav Assi, que le Ouman, l'artisan, c'est lui qui est propriétaire du Shevach Keli, de la plus-value, Amay Rover Mishum Baltalin. Alors pourquoi le client est en infraction s'il n'a pas payé le jour même le vendeur, l'artisan? Mais l'artisan aujourd'hui n'est plus considéré comme un employé. D'après toi, Rav Assi, il est plutôt considéré comme un vendeur. Car le produit fini, à qui il appartient? À l'artisan. Donc l'artisan, il te vend au moment où il te vend, il peut te vendre à crédit. C'est-à-dire, par exemple, vous allez au magasin, chez l'épicier, vous prenez à crédit. D'accord, tu aurais pu payer le jour même, tu aurais pu payer à l'instant T, tu aurais pu payer le jour même, tu aurais pu payer le lendemain. C'est pas parce que tu as tiré un peu en longueur le crédit que tu es en infraction par rapport à ce que la Torah dit de payer le salaire le jour même. Payer le salaire le jour même, c'est que pour un ouvrier, mais pas pour un épicier. Ici, l'artisan, c'est comme un épicier. Pourquoi? Car le bois, il est à toi, mais la bonification de ce bois, la transformation du bois en meuble, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, le meuble appartient, la matière, elle appartient au client, mais l'amélioration, la transformation, la façon, le façonnage, ça appartient à l'artisan. Donc l'artisan aujourd'hui, quand il te donne un produit fini, c'est comme s'il te vendait un objet, car c'est à lui qu'il l'a vendu. Si tu n'as pas payé le jour même, c'est pas considéré comme quelqu'un qui n'a pas payé son ouvrier, car l'artisan n'est pas l'ouvrier du client. Non. Selon Rav Assi, Oman connaît des Shevach Keli, il est propriétaire du Shevach. Alors comment tu peux parler de l'otaline? Si la Braïta parle de l'otaline, c'est que forcément l'artisan n'est qu'un ouvrier du client. Et qui est propriétaire du Shevach Keli, c'est le client. Et puisqu'il a un ouvrier qui a travaillé pour lui, le bois est à lui. L'artisan, c'est son ouvrier. Donc il doit le payer comme un ouvrier. Alors là, je comprends très bien la Braïta qui a dit, si tu n'as pas payé le jour même,
tu es en infraction, c'est l'otaline. Donc c'est une démonstration par A plus B que Rav Assi n'a pas raison de dire Oman Kone Beshevach Keli. Comment Rav Assi va répondre? Voilà. Amar Rav Mari Bere de Rav Kahana de Garda de Sarbela de Leka Shevaha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il ne s'agissait pas du tout d'un artisan qui a fabriqué un keli, comme on a cru comprendre au début, qu'il s'agissait d'un tailleur à qui le client a remis un tissu pour fabriquer un costume, ou bien un costume abîmé et il a réparé. Et donc il y a ici un shevach, une plus-value. Non, on parle de quelqu'un qui a remis au man un vêtement qui était rugueux, un vêtement de laine qui était rugueux, et il s'agissait juste de le ramollir, de l'assouplir, de l'adoucir. Donc ici, il n'y a pas de plus-value. C'est comme le pressing. Exactement. Et donc, il n'y a pas de plus-value. Le vêtement était vêtement, il est toujours au vêtement. La Gemara dit, excuse me, comment tu peux me dire qu'il n'y a pas ici d'augmentation de valeur du vêtement par sa bonification? Mais cet assouplissement du vêtement, c'était bien l'objectif. Donc, il a bien payé pour ça. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'un vêtement non pas rugueux, mais doux. Alors, ça s'appelle une plus-value. Il y a ici quand même une augmentation de valeur. Il y a un bénéfice. Sinon, pourquoi il lui a donné? Pourquoi il paye? Sauf, comme ça la Gemara dit, sauf, mais finalement, les mailles Havan et Halé, pourquoi il le lui a donné? Les racourés, pour l'assouplir, pour mettre de la soupline, pour abolir et le rendre plus souple et plus doux. Kevan derikaché, aïnou shevaha, à partir du moment où il a radouci. Alors, c'est ça le shevah. Donc s'il y a ici un shevah keli, une bonification du keli, donc augmentation de valeur, un vêtement rugueux et un vêtement non rugueux n'a pas le même prix. La différence entre eux, c'est la bonification. Cette bonification, qui est-ce qui l'a investi? C'est l'artisan. L'artisan est propriétaire de cette bonification et il est payé pour cela. S'il est payé pour cela, alors une fois de plus, je reviens à ma question de départ. Pourquoi est-ce qu'il y a ici un issour de baltaline? Pourquoi on considère qu'il y a là un issour de retard de paiement de son ouvrier? Mais c'est lui qui est propriétaire de cette plus-value. C'est comme un vendeur, comme un épicier. Il te vend la plus-value de l'objet. Il ne devrait pas y avoir d'interdiction de retard de paiement. La question, elle revient à la case départ. Tu as voulu me dire qu'il n'y a pas de plus-value? Réponse, excusez-moi, réfutation, oui, il y a plus-value. Parce que sinon, pourquoi il paye? Il paye bien pour quelque chose. C'était un vêtement qui était difficilement mettable. C'est un vêtement qui est agréable au port de le porter. Alors maintenant, c'est grâce à qui? Grâce à cet artisan qui a travaillé pour cela. Alors, donc il y a ici une plus-value du vêtement. Donc on revient à la case départ. Oman kone beshevach keli. La Gemara dit, la tsericha de agreh le bitche. Bitcha beme'ata de ainu sechiut. Alors, Rabotai, la réponse de Rav Assi, elle est subtile. Je vous demande 40 secondes de concentration. La réponse de la Gemara est la suivante. C'est qu'ici, il ne s'agit pas d'un artisan qui est payé pour son travail global, de manière forfaitaire. Il s'agit d'un ouvrier. Concrètement, l'artisan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des coups de bâton à ce tapis. Vous savez que, je ne sais pas si vous aviez déjà vu
comment des tapis qui étaient secs, rugueux, ou bien même des couvertures qui étaient très dures, on les assouplissait avec des coups de bâton. Et il était payé pour chaque coup de bâton. Vous imaginez? Par exemple, il lui dit, tu vas donner 100 coups de bâton à cette couverture, à ce talit. Pour chaque coup de bâton, tu vas toucher 1 shekel. 100 coups de bâton, 100 shekels. Ça, c'est un ouvrier. Donc, il n'est pas payé en tant qu'artisan pour le produit de son travail, mais il est payé pour l'action. Pas pour le produit, mais pour l'action. Juste, tu donnes des coups, chaque coup, 1 shekel. Un coup, 1 shekel. Donc, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il n'est pas connu, mais chez Kelly, même s'il y a eu chez Kelly, mais il n'est pas propriétaire. Il lui dit, je ne t'ai pas donné le Kelly pour que tu fabriques quelque chose. Je te paye pour ton action, ton geste. Tu fais ça, tu reçois de l'argent. Tu fais ça, tu reçois de l'argent. Donc, il n'y a pas, ici, il n'est pas question de parler de Oman Koné, mais chez Kelly. Alors, c'est quoi ce monsieur? C'est un employé, un ouvrier classique. Eh bien, on comprend maintenant la Braïta qui a dit, s'il a tardé de payer son ouvrier, eh bien, il est envers Mishum Baltalin, il est en infraction. L'ouvrier, tu le payes le jour même. Alors, la Gemara maintenant ouvre une parenthèse et elle dit, Ulmaï de salik adaatin me'ikara. Au début, nous ne savions pas qu'il s'agissait d'un ouvrier qui est payé pour l'action de donner des coups de bâton à cette couverture rugueuse. Eh bien, on avait cru qu'il s'agissait d'un tailleur à qui on a donné du tissu pour confectionner un costume ou bien un vêtement à réparer. C'est ce qu'on avait cru au début. La Gemara s'arrête sur cette première compréhension, ce qu'on appelle la Hava Amina. Ulmaï de salik adaatin me'ikar. Des lots agré les bitchés. C'est pas qu'il le paye pour les coups de bâton. Dans ce cas-là, je pourrais déduire de là une preuve à Rav Sheshet. Mais ça y a les Rav Sheshet. Deba ou mine Rav Sheshet. Kablanut. Rover ala mishum baltalin. O eno rover. Ve'amar leu Rav Sheshet. Rover. Il semblerait que Rav Sheshet pourrait trouver dans cette baraïta une preuve. Pourquoi? Car Rav Sheshet, un jour, on lui a posé la question. Quel est le din d'un kablan? Il existe 2 sortes d'employés. Celui qui est payé à la journée, ou pour les heures de travail, et il y a, comment ça s'appelle en hébreu? Sechirut. Sachar. Sechirut. Il est payé à la journée. Et il y a celui qui est payé globalement pour un travail, un forfait. Le travail forfaitaire, par exemple, je te demande de me fabriquer un meuble, je te demande de me faire la peinture de la maison. Combien de temps ça va te mettre? Peu importe. Que tu fasses ça en 1 jour ou en 10 jours, pour moi ça ne change rien. Le principal c'est que tu le fasses. Je te paye pour le travail terminé. Ça s'appelle kablanut. Il est mekabel sur lui de faire un travail. On a posé la question à Rav Sheshet. Est-ce que la mitzvah de la Torah, de payer le jour même son employé, est-ce que c'est seulement pour un employé qui est payé à la journée, srirut, ou bien même pour un employé qui est payé de manière forfaitaire, kablanut? Il a répondu qu'il n'y a pas de différence, que dans les 2 cas, il y a obligation de payer le jour même. Que ce soit kablanut ou bien srirut, c'est pareil. Alors, Morev et Rabotai, a priori, Rav Sheshet pourrait puiser dans cette baraïta une preuve par rapport à ce qu'il a dit. Car cette baraïta, selon la première compréhension, quand on avait cru qu'il s'agissait d'un tailleur, donc qu'est-ce qu'on a fait? On lui a donné un tissu, on lui a dit fabrique un costume, il a terminé. Qu'est-ce qui est dit à ce propos? Que s'il a livré le produit fini, il faut le payer le jour même. Et si on a attendu le coucher du soleil,
on est en infraction. Et de quoi il s'agissait? Kablanout, fabriquer un costume. Jolie preuve. La Gemara dit, en effet, cette preuve est tout à fait valable au profit de Rav Shechet, selon la première compréhension. Car Rav Shechet a dit qu'il y a issour de retarder le paiement du kablan. Eh bien, en effet, selon ce qu'on avait compris, c'est exactement ce que dit la Baraïta. Donc Rav Shechet aurait pu avoir une preuve selon cette compréhension de la Baraïta. La Gemara maintenant veut dire qu'a priori, il semblerait que Rav Assi et Rav Shechet sont en mahloket. Pourquoi? Car d'après Rav Shechet, même un kablan, c'est-à-dire que celui qui a travaillé au forfait, le jour de la livraison, c'est-à-dire le jour où il a terminé le travail, on est obligé de payer le jour même. Nahon? Alors que d'après Rav Assi, c'est faux. Pourquoi? Car d'après Rav Assi, Ouman connaît Beshevach Keli. La bonification de l'objet, à qui ça appartient? Non pas au client, mais ça appartient à l'artisan. Donc, l'artisan, c'est lui qui est propriétaire du Shevach. Alors, comment on peut être en infraction à son égard? Mais lui, le propriétaire, c'est qui? C'est l'artisan. Il a vendu tout simplement la bonification de cet objet. Comme un épicier qui a vendu un produit à crédit. Si j'ai tardé à payer le crédit, je ne suis pas en infraction. Donc forcément, Rav Assi et Rav Shechet sont en opposition. C'est le constat que fait la Gemara. La Gemara dit non, on n'est pas obligé de dire qu'ils sont en mahloket. Bien que Rav Shechet ait dit qu'il existe une obligation de payer le jour même la personne qui a travaillé même au forfait, le kablan, mais malgré tout, ça ne veut pas dire qu'il contredit Rav Assi qui a dit « Oman connaît le Shevach Keli ». Les deux notions peuvent coexister. D'une part, Rav Shechet peut être d'accord avec Rav Assi que Ouman connaît le Shevach Keli, et tout de même, Rav Shechet a dit que celui qui tarde à payer le kablan, il est en infraction de l'otaline. Mais on a dit que c'est autocontradictoire, c'est paradoxal. Car s'il les connaît, Beshevach Keli, si ça lui appartient, le Shevach, donc c'est comme un épicier qui a vendu le Shevach et l'autre a tardé à payer. Il n'y a pas de lotaline. C'est antinomique. Comment tu peux accepter une chose pareille? La Gemara explique très joliment. Elle dit que Rav Shechet a peut-être parlé de kablan, non pas kablan qui a bonifié un objet, mais kablan pour une mission. Par exemple, Bishliha deigarta, un facteur. Un facteur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un courrier et il l'amène à bon port. D'accord? Il l'amène à la destination, à l'adresse. Réhouven demande à Shimon, prends ce courrier, prends ses affaires, prends ce sac et tu vas livrer, tu vas déposer là-bas. Est-ce que ce monsieur a bonifié le courrier? Non. Donc il n'y a pas de Shevach Keli. Là, il n'y a que du travail. Est-ce qu'il est payé à la tâche ou est-ce qu'il est payé pour les heures de travail? Il est payé à la tâche. Donc ça s'appelle un forfait. Donc Rav Shechet qui a dit que même pour un forfait, il y a obligation de régler le salaire immédiatement, bien qu'il ait dit ça par rapport au forfait, il ne contredit pas Rav Assi qui a dit « Ouman connaît les Shevach Keli ». Car il y a forfait et forfait. Il y a forfait accompagné de bonification du Keli, et il y a forfait qui n'est pas accompagné de bonification du Keli comme un facteur. La Gemara maintenant propose
de dire que l'idée qu'a innové Rav Assi, à savoir Uman connaît Beshevach Keli, que l'artisan est propriétaire de l'augmentation de valeur du Keli réalisée par lui, puisqu'il a façonné l'objet. On lui a donné du bois, il en a fait un meuble. Cette augmentation de valeur obtenue grâce à l'artisan lui appartient, selon Rav Assi. Il en est propriétaire. A priori, ça ferait l'objet d'une mahloket. Ce n'est pas évident. Rav Assi, c'est ce qu'il pense, mais en fait, il s'appuie sur une opinion des Tanaïm, car il semblerait que les Tanaïm qu'on va étudier immédiatement sont en mahloket à ce propos. On n'est pas sûr, mais on va voir quelle est l'analyse qui nous permet de croire que ça fait l'objet d'une mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim. Voici le sujet. Lima ketanae. Qu'est-ce que dit la Braïta? Aseli sherim, nezamim, vetabaot, vekadesh lecha. Kevan she'asa'an mekudeshet. Divrei Rabbi Meir. והחכמים אומרים, אינה מקודשת עד שיגיע ממון לידה. C'est-à-dire, si une femme, plutôt une jeune fille, vient voir un bijoutier, elle lui donne de l'or massif, et elle lui dit, avec cet or-là, tu vas me fabriquer des bijoux. Chérim, c'est quoi chérim? C'est des bracelets. Nezamim, des boucles. Et quoi encore? Tabarot, des bagues. D'accord? Elle lui demande fabriquer des bijoux avec l'or. Mais alors à qui il appartient? À elle. Lui, qu'est-ce qu'il apporte? L'artisan, que la main-d'œuvre. Alors, Kevan chez Asa'an, elle lui a dit comme ça. Lui a dit, dis-moi, jeune fille, est-ce que tu veux m'épouser? Elle lui a dit, d'accord, mais avec quoi? Avec quoi? Eh bien, tu m'écoutes des chètes. Avec le travail. La fabrication des bijoux. Ça a une valeur? Bien sûr que ça a une valeur, la fabrication. Alors, il est Mekadesh Ota avec la valeur de la fabrication. Très bien. Quand est-ce qu'elle a reçu? Quand est-ce qu'elle a reçu de lui quelque chose? A priori, à la livraison. Quand il va lui donner les bijoux, il va lui donner l'or qui est à elle déjà, donc ça il lui a pas donné, car l'or c'est à elle. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Ce qui est à lui. Qu'est-ce qui est à lui? Le travail, la main d'œuvre. Alors venez voir la mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim. Rabbi Meir dit Kevan she'asa'an mekudeshet. Dès qu'il a fabriqué les bijoux, elle est mariée. והחכמים אומרים, אינה מקודשת, עד שיגיע ממון לידה. Mais Hachamim disent pas du tout. Jusqu'à ce que le mammon arrive dans sa main. Alors répétons, selon Rabbi Meir, dès qu'il a fabriqué les bijoux sur la demande de la femme, elle est mekudeshet. Selon Hachamim, il faut qu'il donne mammon. Hachiagia mammon leada. La Gemara dit Maï mammon, elima le auto mammon, mikla de Rabbi Meir savar auto mammon lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Hachamim ont dit il faut qu'il lui donne le mammon, ça veut dire quoi mammon? Ben c'est l'or. Les bijoux. Alors ça veut dire il faut qu'il lui donne les bijoux pour qu'elle soit mekudeshet. Et alors dans ce cas-là, Rabbi Meir n'a même pas besoin de cela. Hachamim ont dit qu'elle n'est pas mekudeshet jusqu'à ce qu'il lui donne le mammon. C'est quoi mammon, d'après vous? Les bijoux. Alors Rabbi Meir, quand il a dit que pas besoin de mammon, ça veut dire quoi? Rien qu'il a fabriqué, elle est mekudeshet, mais il lui a rien donné.
faut une contrepartie. Quoi? Une contrepartie, il faut lui donner. Mais Rabbi Meir a dit Mekudeshet, Kivan She'asa'a Mekudeshet. Dès qu'il a fabriqué les Mekudeshet, avec quoi les Mekudeshet? Il lui a rien donné. Quand il a fini, avec la façon. D'après Chachamim, il faut qu'il donne Mammon. C'est quoi Mammon? Les bijoux. Alors Rabbi Meir qui a dit que c'est pas la peine. Alors comment les Mekudeshet? Parce que l'or a été transformé déjà. L'or a été transformé, qu'est-ce qu'il lui a donné à elle? La transformation. Il lui a rien donné. Chachamim disent qu'il faut qu'il lui donne. Alors quoi, Rabbi Meir il dit qu'elle met coup d'échette sans rien donner? Depuis quand une femme, elle... Comment? Comment? Il a dit Rabbi Meir. Mais la question est de savoir comment Rabbi Meir peut dire une chose inaudible. Quoi, Rabbi Meir, il dit des choses illogiques? Non. Alors, comment vous comprenez ce qu'a dit Rabbi Meir? Alors, si la kavana de Chachamim, la traduction de Mammon, ça veut dire bijoux, ça veut dire que pour Rabbi Meir, elle met coup d'échette même sans lui donner les bijoux. Alors comment? Avec de l'air? Alors comment tu peux comprendre Rabbi Meir? Donc si on ne peut pas comprendre Rabbi Meir, donc on n'a pas compris Chachamim. Alors ça veut dire que si c'est pas possible de dire que Rabbi Meir dise mes coups d'échette sans rien, donc c'est sûr qu'on n'a pas compris que ça veut dire Mammon. Vous comprenez? Oui. Parce que si Mammon ça veut dire les bijoux, alors Rabbi Meir a dit qu'elle met coup d'échette même sans donner les bijoux, alors avec quoi? Avec de l'air? C'est impossible. Alors ça veut dire quoi Mammon? Donc si on n'a pas compris Rabbi Meir, c'est qu'on n'a pas compris Chachamim. Qu'est-ce qu'ils veulent dire les Chachamim? Alors la Gemara dit et la pshita maï Mammon, Mammon acher. Il est considéré de la façon des bijoux. Alors maintenant, regardez, écoutez, Rabotai, c'est extraordinaire. Quelle était la kavana de Chachamim? Pas du tout comme on a compris. Quel est mes coups d'échette quand il va lui donner les bijoux? Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que d'après Rabbi Meir, elle met coups d'échette même sans donner les bijoux. C'est quoi cette blague? Avec de l'air, elle met coups d'échette? Non, le mot mammon, c'est pas les bijoux. Mammon, c'est mammon acher. Ça veut dire en d'autres termes, Chachamim disent, quand il lui donne les bijoux, et lui dit Hareat mekudeshet li be bijoux ze, ena mekudeshet. Il faut qu'il lui donne mammon acher. Il faut qu'il ouvre son porte-monnaie et qu'il sorte du kesef et qu'il dise Hareat mekudeshet li ba kesef azé. Car les bijoux, c'est nul. C'est zéro. Ils appartiennent à la femme. Bravo. Bravo. Ça veut dire que d'après Chachamim, elle n'est pas mekudeshet avec les bijoux, car les bijoux appartiennent déjà à la femme. Alors quoi, il est mekadeshota avec ce qui est à elle? C'est comme si il prend son téléphone. Attendez 2 minutes, Rabbi Shimon. Je ne me sauve pas, je suis là à votre disposition jusqu'à ce soir. Alors juste patience, d'abord vous écoutez, et si vous avez encore une question après, regardez. Vous entendez ça, Rabbi Shimon? Elle a un téléphone. Lui, le Hatan, qu'est-ce qu'il fait? Il lui prend son téléphone. Et après, il lui dit Areat mekudeshet li be téléphone ze. Elle est mekudeshet? Bien sûr que non. Pourquoi? Car ce téléphone est à elle. Alors, la même chose, Chachamim disent Ad sheiten la mamon. Qu'est-ce que ça veut dire Ad la Mammon? Mammon acher. Il faut donner de l'argent qui est à lui et non pas des bijoux qui sont déjà à elle. Sous-entendu que d'après Rabbi Meir qui a dit Mekudeshet, il n'a pas besoin de donner Mammon acher. Il n'a pas besoin d'ouvrir son porte-monnaie pour lui donner encore de l'argent pour être Mekadesh Ota. Il peut être Mekadesh Ota avec ses bijoux, d'après Rabbi Meir. Sous-entendu que dans ces bijoux, il y a 2 parties. Il y a la matière, c'est l'or qui est à elle, mais il y a le façonnage, il y a la fabrication, le travail. Uman kone beshevach keli, lui le bijoutier c'est un artisan, il est propriétaire de l'augmentation de valeur de cet or
qui est devenu bracelet, bague, boucle d'oreille, boucle de nez, tout ce que vous voulez, tout ce façonnage, ça s'appelle Shevach Keli. Uman Kone Beshevach Keli. Et donc, c'est magnifique. On a trouvé maintenant que Rabbi Meir et Hachamim sont en mahloket à propos de cette notion de Uman Kone Beshevach Keli. Qui est-ce qui pense Uman Kone Beshevach Keli? Ravasi, c'est un Émora. Mais maintenant, je vous parle des Tanaïm. Rabbi Meir et Hachamim, c'est qui? Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est lui qui pense que Uman Kone Beshevach Keli. Et donc, les bijoux, c'est vrai que la matière appartient à la femme. Mais l'augmentation de valeur réalisée par l'artisan, le bijoutier, c'est à lui. Donc, si ça lui appartient à lui, l'augmentation de valeur des bijoux, donc il est tout à fait à même de l'épouser avec cette augmentation de valeur. Hareat mekudeshet li, mais augmentation de valeur de bijoux. La revaloriser. Mais d'après Hachamim qui disent que non, l'artisan n'est pas propriétaire du Shevach Keli. Tout appartient au client. Le client a porté la matière. Donc ce qu'a fait l'artisan, c'est juste un ouvrier du client. Il a bonifié, mais propriétaire de bonification, c'est qui? C'est le client, car c'est à lui l'ordre. L'autre, c'est juste son ouvrier, mais il n'est pas propriétaire de la bonification. Ce qui fait que le bijoutier, quand il va donner ses bijoux à la jeune fille, il va lui dire « Ariad mekudeshet li, mes bijoux elou ». Monsieur, tu n'as rien donné, car les bijoux lui appartenaient déjà. Tu veux l'épouser, rajoute mammon. C'est beau? Magnifique. C'est beau, mais c'est faux. Et pas tout ce qui brille est de l'or. Alors maintenant, la Gemara va donner deux autres hypothèses pour expliquer la mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim différemment. On peut très bien dire qu'ils sont tous d'accord avec Rav Assi, à savoir Uman Kone Beshevach Keli, et dans l'absolu, il aurait pu, selon toutes les opinions, l'épouser avec ce bijou. Pourquoi? Car l'augmentation de valeur de ce bijou, c'est grâce à qui? Grâce à l'artisan. Donc c'est lui l'artisan qui est propriétaire de cette bonification. Normalement, tout le monde devrait être d'accord avec Rabbi Meir. Oui. Seulement, pourquoi ils ne sont pas d'accord avec lui? On peut dire pour une autre raison. Pas parce qu'ils ne sont pas d'accord sur ce principe. Peut-être qu'ils sont tous d'accord sur le principe. Oman Kone Beshevach Keli. Mais leur débat porte sur un autre principe. D'ailleurs, deux autres principes possibles. La Gemara réfute cette compréhension, mais on va lire d'abord le texte et ensuite on va voir comment la Gemara va donner deux autres interprétations à cette mahloket de Rabbi Meir et Hachamim, sans dire qu'ils sont en discussion par rapport à ce principe. Car même si ils sont tous les deux, Hachamim et Rabbi Meir, contre ce principe, malgré tout, leur débat avait lieu par rapport à d'autres règles. Commençons. Savroua. Les Hachamim, au début, ont cru. Dechule alma, yeshna l'isrirut mitechila ve'atsof. Tout le monde est d'accord sur une première notion, que la srirut, elle existe du début jusqu'à la fin. Je ne vais pas expliquer ça. À titre pédagogique, je ne veux pas expliquer. Dechule alma, ve'dechule alma, amekadesh be'milva, ena mekudeshet. Ils sont d'accord également sur une deuxième règle, qu'on ne peut pas être mekadesh be'milva. Et je ne vais pas expliquer exprès. Donc, si ils sont d'accord sur ces deux principes, Yeshna l'isrirut mitrila ve'atsof et Hamekadesh be'milva et Namekudeshet, sur quoi porte le débat? Maïlav be'uman kone be'shevach keli kamefalge. A priori,
leur discussion de Rabbi Meir et Hachamim, elle est par rapport à ce principe de Rav Assi. Est-ce que le Ouman, l'artisan, est propriétaire du Shevar Keli ou il n'est pas propriétaire du Shevar Keli? Rabbi Meir Savar, Ouman connaît le Shevar Keli. Rabbi Meir qui a dit qu'elle est Mekudeshet avec les bijoux. Pourquoi? Parce qu'il pense que le bijoutier a été conné le Shevar Keli. L'augmentation de valeur de l'or qui est devenu bijou grâce au bijoutier, ça appartient au bijoutier. Donc lorsqu'il a donné à la jeune fille ses bijoux, il lui a dit Areat Mekudeshet li be bijoux ze Mekudeshet, car il y a une partie du bijou qui lui appartient. Berabanan Savré, En Ouman Kone Beshevar Keli. Par contre, Hachamim, eux, pensent que le Ouman n'est pas Kone Beshevar Keli. C'est-à-dire que le bijoutier n'est pas propriétaire du tout du bijou, ni de la matière, ni de la forme, ni de la transformation. Il n'a rien, donc s'il lui a rien donné, comment elle peut être Mekudeshet? Voilà pourquoi Hachamim ont dit qu'il faut qu'il rajoute de son porte-monnaie de l'argent. Très bien. Alors, comme ça, c'était beau, mais la Gemara dit, même si c'est beau, ce n'est pas obligatoire. Pourquoi? Je peux te donner d'autres façons d'interpréter leur débat. On peut très bien dire que aucun des deux, ni Rabbi Meir, ni Hachamim, ne sont d'accord sur le principe de Rav Assi. Alors quel est le débat? Et la hacha beyeshna l'isrirut mithila ve'atsof kamifalgi. Rabbi Meir savar ena l'isrirut ela lebasof. Verabanan savre yesh l'isrirut mithila ve'atsof. C'est-à-dire lorsque quelqu'un a travaillé pour vous, d'accord? Quelqu'un qui travaille pour vous, est-ce que votre ouvrier, vous lui devez de l'argent à chaque seconde de son travail, ou bien vous lui devez de l'argent qu'à la fin du travail? Je m'explique. Par exemple, vous avez un ouvrier. Un ouvrier, il travaille toute la journée. Est-ce que votre devoir de salaire, il arrive qu'à la fin de son travail, ou bien votre devoir de salaire accompagne son travail? Je m'explique. Imaginons, l'ouvrier a travaillé depuis 8 heures du matin jusqu'à midi. Combien d'heures ça fait? 4 heures de travail. Je peux dire, depuis 8 heures jusqu'à midi, je ne lui dois rien. À midi, je lui dois les 4 heures de travail. Ou bien je peux dire non. C'est au fur et à mesure de son travail, je lui dois un salaire. Il a travaillé 1 seconde, je lui dois 1 seconde. Il a travaillé 2 secondes, je lui dois déjà 2 secondes. C'est pas qu'à la fin, tout s'accumule. C'est au fur et à mesure, progressivement. Il travaille, je dois, il travaille, je dois, il travaille, je dois. Qu'est-ce que ça change? Vous allez me dire, mais c'est une question qui est totalement théorique. C'est abstrait cette question. Eh bien non, Rabota, écoutez quelque chose d'incroyable. On a une règle, on vient de voir, mais je n'ai pas traduit exprès. Hamekadesh bemilva ena mekudeshet. Pourquoi le Hatan qui dit à la Kala, je suis Mekadesh Otar avec la valeur du prêt. Tu me dois de l'argent. J'y renonce. Je te fais cadeau. Les 1000 shekels, je t'en fais cadeau. Mais pour t'épouser, Areat Mekudeshet li behalva azo. Pourquoi elle n'est pas Mekudeshet? Il faut qu'elle lui rende l'argent Il n'y a pas d'abord. l'argent. Et après, si... Bravo. Car l'argent n'est plus là. Ah, bien sûr. C'est-à-dire que Il est l'argent plus n'est dépensé. pas là dans le sens où, au moment où il lui avait donné cet argent, c'était pour dépenser. Et elle a dépensé cet argent. Même si elle n'a pas dépensé cet argent, c'est à elle. C'est-à-dire que
Maintenant, au moment des Kiddushin, il n'a rien donné. C'est abstrait, c'est une dette. La dette, c'est abstrait, c'est pas concret. Donc il ne peut pas lui dire arrête mes coups d'échette li bemil vaso, que je te pardonne. Car pardonner, c'est-à-dire renoncer à la dette, ça ne s'appelle pas donner quelque chose de concret. C'est totalement abstrait. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas mes coups d'échette. Eh bien, Moraï Verabotaï, regardez combien c'est subtil. C'est trop beau. Vous allez vous lécher les doigts, tellement c'est mielleux. La Gemara dit que si la srirout, on doit la payer, mithila ve'atsof, c'est-à-dire l'ouvrier a travaillé de 8h à midi. Pendant ces 4 heures, chaque seconde, je lui dois de l'argent. Je lui dois de l'argent. Je lui dois de l'argent. Encore 1 centime, encore 1 centime. À la fin, ça y est, je lui dois tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand le bonhomme a travaillé en tant qu'artisan, le bijoutier qui a fabriqué des bijoux avec l'or de la jeune fille? Si on dit que En Uman Kone Beshevach Keli, il n'est pas propriétaire du façonnage des bijoux, de l'augmentation des bijoux. Il n'est pas propriétaire de cela. Alors qu'est-ce qu'il est? Il est ouvrier. Qu'est-ce qu'un ouvrier? C'est quelqu'un à qui la jeune fille devait donner de l'argent à chaque seconde de travail du bijoutier, qui était son ouvrier. Alors il a travaillé 1 seconde, elle lui doit pour 1 seconde 1 centime, et encore 1 centime, et encore 1 centime. Mais elle lui doit, c'est un prêt, c'est une dette. C'est comme un prêt. C'est comme un prêt. C'est une dette, une dette, une dette, une dette. À la fin, elle doit payer la dette. Nachon? Oui, Mais une dette, c'est abstrait. Maintenant, quand il va lui dire Areat mes coups d'échette li, tu es mes coups d'échette li, avec quoi? Quand il lui donne les bijoux c'est à elle. Si on dit que En Uman Kone Beshevach Keli, donc tout est à elle, qu'est-ce qui lui revient à lui? Eh bien, ce qui lui revient à lui, c'est le salaire. Et qu'est-ce qu'un salaire? C'est le produit de son travail. Et à quel moment il était hayevet de payer? À chaque seconde de travail, étant donné qu'elle lui devait pour chaque seconde de travail. Donc c'est une dette, et on ne peut pas être mekadesh une femme avec une dette. Mais si nous disons que En l'isrirut ela lebasof, mais si nous disons qu'elle ne lui doit rien, en fait, le travail, c'est pas ça. C'est pas à chaque seconde du travail qu'elle doit. C'est au moment, à la fin. Alors, à ce moment-là, la finalité, il lui dit, voilà, maintenant que je te donne le bijou, maintenant que tu me dois, maintenant, et maintenant, ce que tu me dois, je te le donne. Alors, à ce moment-là, il donne du concret. C'est pas de l'abstrait, c'est pas une dette. C'est du concret, c'est l'argent qu'elle lui doit. Maintenant, elle lui donne ça. Donc, étant donné que ce n'est plus une dette du passé, mais l'argent qu'elle doit maintenant, c'est avec ça qu'il est Mekadesh Ota. Alors donc, on peut dire que leur débat porte là-dessus. Est-ce que la srirout, elle est rétroactive ou est-ce qu'elle est instantanée? Si on dit qu'elle est rétroactive, donc elle n'est pas Mekudeshet. Mais si elle est instantanée, elle est Mekudeshet. Voilà comment on peut expliquer la mahloket de Rabbi Meir et Hachamim. Première possibilité. Rabbi Meir savar, en l'esrirut ela leba, sauf les Rabbanan savri yesh srirut mitchila be'atzot. Ve'iba itima. Deuxième hypothèse, comment on peut expliquer la mahloket de Rabbi Meir et Hachamim. Dekule alma yeshna l'isrirut mitchila be'atzot. On peut très bien dire que c'est rétroactif, c'est-à-dire que le salaire, on le doit pour chaque seconde de travail. Mithila ve'atsof, du début jusqu'à la fin. Alors, ici, quel est le débat? Ve'achabim kadesh b'milva kamifalge, des Rabbi Meir savar mekadesh b'milva mekudeshet, des Rabbanan savra mekadesh b'milva ena mekudeshet. La mahloket, elle se situe au niveau du principe. Est-ce qu'on peut
être Mekadesh une femme avec une dette ou on ne peut pas. Rabbi Meir dit qu'on peut et Haramim disent qu'on ne peut pas. C'est pour cela que cette femme-là, qu'est-ce qu'elle doit au bijoutier? Une dette pour tout le travail qu'il a réalisé. Eh bien, c'est un ouvrier. Elle lui doit pour chaque seconde, c'est vrai. Mais on peut être Mekadesh une femme avec une dette. C'est qui dit ça? Rabbi Meir, à Mekadesh Bemilva. D'ailleurs, lui, il dit que quelqu'un qui a prêté de l'argent à une jeune fille, et après il renonce au remboursement, et il lui dit, Madame, la jeune fille, je te pardonne, pas besoin de me rembourser la dette, j'y renonce, il peut être Mekadesh d'après Rabbi Meir. Et Hachamim, ce sont eux qui ont dit, à Mekadesh Bemilva, Enna Mekudeshet. Mais Hachamim ont dit qu'on ne peut pas épouser une jeune fille avec un prêt, avec une dette. Et ça, c'est encore une possibilité. Quatrième hypothèse. Regardez Rabotai, Rava, et avec ça on va terminer. Rava Amar, Dechoulé, Alma, Yeshna l'Isriut Mitrila Ve'atsof. On peut très bien dire aussi le contraire, que Bémet, même si tout le monde pense que la Sriut elle est rétroactive, on paye pour chaque seconde de travail, c'est vrai. Ve'dekoulé Alma Mekadesh Bemilva Namekudeshet. Et que d'après tout le monde, c'est impossible d'épouser une jeune fille avec un milva, avec une dette. Malgré tout, on peut très bien dire qu'ici, la mahloket, elle est la suivante. Ve'dekoulé Alma en uman kone ve'shevach keli. Même si on disait le contraire de Rab Assi, que aussi bien Rabbi Meir comme Hachamim pensent que en uman kone ve'shevach keli. Le bijoutier n'est pas propriétaire de l'augmentation de valeur des bijoux. Alors, de quoi il s'agit ici? Pourquoi ils sont mahloket? Est-ce qu'elle est mekudeshet ou pas? Et là, Rabbi Meir askinan kegon shosiflan ofer michelo. Rabbi Meir, ça va, milva ou pruta data pruta, les rabbanan sabre milva ou pruta data milva. C'est-à-dire, ici, le bijoutier a été super sympa. Il a agréablement surpris la jeune fille. Il lui a rajouté dans la bague un solitaire. Il lui a mis un diamant 12 carats. 12 carats. C'est un radar. Alors, étant donné qu'il lui a mis un diamant au sifflat Nofer Michello, alors maintenant, quand il lui a donné, il lui a dit Areat Mekudeshetli, Bébijoux Elou. Alors, avec quoi tu veux être Mekadesh Ota? Avec le bijou lui-même, l'or. L'or lui appartient. Tu lui as rien donné. C'était à elle depuis le début. Avec le travail, mais le travail, on a déjà dit que Mitrila Ve'atsof, c'est-à-dire que depuis le début déjà, elle doit payer rétroactivement depuis le début. Et donc ça veut dire que c'est une dette. Et si c'est une dette, on a dit que tout le monde est d'accord qu'un Mekadesh Bemilva est un Mekudeshet. On ne peut pas être Mekadesh avec un prêt, parce que c'est une dette, c'est abstrait. Alors pourquoi Rabbi Meir a dit qu'elle est Mekudeshet? Il s'agit ici qu'il lui a rajouté un diamant. Alors il est Mekadesh avec quoi? Avec le diamant. Pas avec les bijoux, mais avec le diamant, pas avec l'or. Alors dans ce cas-là, si c'est avec, il lui a rajouté un diamant, pourquoi Hachamim ont dit Enah Mekudeshet? Rabbi Meir a dit Mekudeshet, c'est normal. Mekudeshet avec le diamant, pas avec l'or. Parce que le diamant fait partie du travail. Et alors, il a rajouté ça, un diamant, un 2 carats. Alors écoutez ça, c'est trop beau. C'est qu'en fait, il y a ici deux parties. Il y a l'or, c'est-à-dire le bijou, et il y a le diamant. Les bijoux, on a dit que ça ressemble à quoi? À 1020, à une dette. Le diamant, c'est cash. Quel est le din si quelqu'un, par exemple, dit à la jeune fille Areat Mekudeshet li bemilva ou pruta? S'il lui dit Areat Mekudeshet li beprutazo, Mekudeshet, bien sûr. S'il lui dit Areat Mekudeshet li bemilva, ena Mekudeshet. Et Mekadesh avec un prêt, ça ne marche pas.
Même s'il a renoncé au remboursement, ça ne marche pas, parce que c'est abstrait, c'est une dette. Si il est Mekadesh avec une prouta, elle est Mekudeshet. Mais maintenant, quel est le din s'il est Mekadesh avec les deux en même temps? Il lui dit, je te donne une prouta, mais je ne suis pas Mekadesh otra que avec la prouta. Je suis Mekadesh otar avec la prouta plus la milva. Les deux. C'est pas bon. Ça marche pas. Mahloket. Rabbi Meir dit, ça marche, car la kavana de la femme, c'est pour la prouta. C'est quoi la prouta ici? C'est le nofer, c'est le diamant. Elle veut se marier parce que dans sa tête, elle dit, ah, j'ai reçu le diamant, merveilleux. Mais Hachamim disent, elle n'est pas Mekudeshet. Pourquoi? Car dans sa kavana, elle est d'accord de se marier pour avoir reçu deux choses, le diamant et la renonciation à l'encaissement de dette. C'est-à-dire, il lui a pardonné la dette. Nahon? Alors, puisqu'il y a deux parties ici, elle veut se marier, mais pour l'ensemble. Mais dans cet ensemble, il y a une partie qui n'est pas bonne. Elle a une kavana d'être mitkadeshet pour les deux. Parce qu'il lui a fait cadeau le diamant, et aussi parce qu'il lui a fait cadeau la dette. Or, la dette, elle n'est pas mekudeshet. Étant donné que sa volonté à elle, c'est un package, c'est d'être mitkadeshet pour le package, dans une partie du package is not good, alors is not good. Voilà pourquoi Hachamim disent Ena Mekudeshet. Alors que Rabbi Meir va dire pour Mekudeshet. Pourquoi Mekudeshet? Parce que entre le concret et l'abstrait, sa kavana à elle, c'est d'être mitkadeshet pour le concret, le diamant. Et donc elle est Mekudeshet.